Bonjour Rhys, merci de nous accorder cette interview pour RCJ alors que s'ouvre au Mémorial de la Shoah à Paris cette exposition autour de vos dessins réalisés il y a 25 ans pour Charlie Hebdo lors du procès Papon. Alors avant de parler de ce travail que vous avez mené d'octobre 97 à avril 98, une première question. Vous, le directeur de la rédaction de ce journal qui a payé de son sang son combat pour la liberté d'expression, comment allez-vous aujourd'hui après l'assassinat d'un professeur par un islamiste à Arras, alors que la France est menacée d'attentats et alors que nous vivons une vague d'actes antisémites sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Le sentiment que l'on a, c'est dans un premier temps un sentiment d'abattement, mais je crois qu'il faut pas non plus, un peu à l'image de ce qu'on a vécu au lendemain du 7 janvier, il faut pas non plus se laisser terrasser par le désespoir ou par le pessimisme. Je crois au contraire que ça doit nous rendre encore plus combatifs et on doit réapprendre à défendre notre démocratie. Je crois qu'on a un peu trop, depuis trop longtemps oublié que une démocratie, ça pouvait être fragile. Il faut redevenir des combattants de notre démocratie, des valeurs de notre démocratie, parce que une démocratie, ça ne se défend pas par l'opération du Saint-Esprit. C'est les citoyens qui défendent cette démocratie, c'est personne d'autre. Donc c'est à chacun d'entre nous, dans la vie de tous les jours, chaque fois, de pouvoir marquer l'attachement à nos valeurs, de combattre ce qui doit être combattu, et de répondre et de ne pas laisser sans réponse les choses les plus ignobles et les plus infâmes. Voilà, donc c'est le devoir de chacun, de tous les citoyens, de se battre pour ces valeurs-là. Alors on va revenir, si vous le voulez bien, un peu plus tard à des sujets qui touchent l'actualité, mais parlons à présent de cette exposition. En 1997, s'est ouvert à Bordeaux le procès pour crime contre l'humanité de Maurice Papon, ancien haut fonctionnaire. Vous aviez couvert 3 ans plus tôt, celui de l'ancien milicien Paul Touvier. Pour quelle raison, Rhys, avez-vous choisi de vous intéresser à ces deux affaires qui racontent la France de Vichy et sa complicité dans l'arrestation et la déportation des Juifs de France? D'abord parce que j'ai toujours été intéressé par l'histoire, et puis parce que c'est une histoire qui, à l'époque, était encore vivante, puisqu'il y a encore des témoins vivants, et que donc c'était aussi l'occasion, peut-être une des rares occasions d'être confronté à des gens qui avaient vécu cette époque, qui avaient parfois été des acteurs de cette époque. C'est-à-dire que je dirais que les livres d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale n'étaient pas encore refermés, ils étaient encore en train de s'écrire, et donc avec ces deux procès, l'histoire continuait d'être écrite en direct, presque sous notre nez, donc c'était pour moi l'occasion aussi de prolonger un peu tout ce que j'avais pu apprendre quand j'étais au collège, au lycée. Là, c'était presque une leçon de choses en réel et en grandeur nature, avec les vrais acteurs devant soi. Comment est-ce qu'on se prépare à un procès d'une telle ampleur et d'une telle importance? Que saviez-vous de la réalité de la Shoah et de la responsabilité de l'État de Vichy? Bon, j'avais lu évidemment beaucoup de livres, mais quand un procès, c'est pas non plus un colloque d'historiens. C'est-à-dire qu'un procès, c'est le procès d'une personne. Donc, on va étudier ce qu'a fait cet individu. Et donc, moi, l'état d'esprit, je me disais, à la fin du procès, il y aura un verdict, il y aura des jurés qui vont se réunir dans la salle des délibérés, et les jurés, quand ils arrivent, ils ne connaissent pas l'histoire de ce personnage. Donc, ils arrivent avec un esprit quasi vierge, et ils vont construire leur opinion uniquement avec ce qu'on va leur montrer dans le procès. C'est-à-dire que toutes les pièces du dossier vont être publiées, et c'est à partir de ça qu'ils vont se construire leur intime conviction. Donc moi, c'est comme ça que je l'abordais. J'ai pas cherché à me renseigner précisément sur l'affaire Papon. J'ai voulu l'aborder comme un juré. Et j'ai voulu l'aborder avec l'esprit le plus vierge possible, en disant, je vais me forger mon opinion avec ce qui va être dit en public dans le procès, avec ce que la justice va nous présenter comme élément pour nous forger notre conviction. C'est ce qui est aussi une manière aussi de voir comment la justice a travaillé aussi. Si elle a bien travaillé, si elle a bien compris les choses, parce que c'est quand même un lieu de justice, et c'est une décision de justice. Voilà, c'est pas un collègue d'historien. Est-ce que vous mesuriez à l'époque que l'enjeu historique, mémoriel et même politique du procès de Maurice Papon serait essentiel par la suite? En fait, ce qui faisait un peu peur pendant tout le procès, c'est que on avait en face de soi un fonctionnaire de la préfecture, et on se disait, de ce procès va peut-être dépendre ce que sera peut-être demain les hauts fonctionnaires de la France. C'est-à-dire que
que les fonctionnaires d'aujourd'hui comprennent que leurs actes, eh bien, il faudra un jour les assumer. Et justement, ce procès, c'était ça un peu l'enjeu, c'était de faire prendre conscience que vous avez beau être fonctionnaire dans une préfecture, vous êtes responsable de vos actes et vous devez peut-être un jour rendre des comptes. La différence qu'il y avait avec le procès Barbie, ou avec le procès Touvier, c'est que Klaus Barbie, c'était un SS. En 97, les SS, ça n'existait plus. Paul Touvier, c'était un milicien. En 97, la milice, ça n'existait plus. Par contre, Maurice Papon, c'est un fonctionnaire de la préfecture. Et les préfectures, ça existe toujours. Il y a toujours des secrétaires généraux de préfecture. Et donc, en fait, c'était très réel, en fait, c'était très actuel. C'était pas un procès uniquement du passé, c'était un procès de l'avenir. Qu'est-ce que demain, les hauts fonctionnaires des préfectures de demain feraient s'ils étaient à nouveau confrontés à des situations comme ça? C'était ça un peu ce qui était angoissant dans ce procès. Dans cette exposition mémoriale de la Shoah, on peut voir une soixantaine des quelques 600 dessins que vous avez réalisés au cours de ces 6 mois d'audience. Quelle réalité le dessin permet-il d'atteindre qu'un article de presse ne peut pas? Dans le dessin, il y a deux manières. Soit vous faites un dessin précis sur un détail, une silhouette, un visage, soit vous faites aussi des dessins plus panoramiques où vous englobez, ça vous permet de montrer un moment furtif dans un même lieu. On va voir des gens qui se lèvent, qui s'invectivent, qui se parlent. Donc ça permet d'avoir aussi une vision plus large, un peu comme un grand écran. Voilà, c'est un peu du grand angle et en même temps du macro. Donc vous cadrez en fonction de l'attention que vous voulez donner à telle ou telle chose et pour attirer l'œil du lecteur sur tel ou tel détail. Voilà, donc c'est vous qui un peu décidez ce que le lecteur doit voir. Voilà. Beaucoup de vos dessins sont agrémentés de notes. Ce sont des notes que vous avez prises sur le vif pendant les audiences. Pourquoi avoir choisi de les laisser justement avec les dessins dans cette exposition? En fait, les feuilles que j'utilisais, je les utilisais un peu comme des prises de notes. En fait, c'est un peu comme un grand carnet de notes où à la fois je dessinais ce qu'il y avait dessiné quand ça se présentait à moi, mais où en même temps, dans un process, ce qui est capital, c'est la parole. C'est ce qu'on appelle l'oralité des débats. Si on fait un procès, c'est pour entendre ce que disent les gens. Donc ce que disent les gens, c'est aussi précieux que ce qu'on voit. Donc comme à l'époque on n'avait pas le droit d'enregistrer et que moi je notais tout ce qui se disait et en fait, je notais sans savoir comment allait se terminer la phrase parce que j'essayais aussi de respecter la syntaxe, la manière avec laquelle les gens s'exprimaient parce que ça c'est important aussi pour que ce soit vivant. Et pour que le procès soit raconté par les paroles des gens qui témoignent et pas trop par mes commentaires. Voilà, je voulais que ce soit au maximum oral. Quel homme était Maurice Papon? Il avait 85 ans et il a exercé par la suite les plus hautes fonctions de notre pays jusqu'à devenir ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Vous le montrez souvent debout, gesticulant, coléreux, s'énervant. On le devine presque sûr de lui et même arrogant peut-être. Ah, c'est peu dire. Il a été ça tout le temps. Je crois que c'est un peu à l'image de toute sa carrière. C'est quelqu'un qui n'a jamais douté de ce qu'il faisait, qui a toujours été un but, c'est plus qu'un but, c'était comment dire, une sorte de bloc de certitude. Le doute, il a repoussé, je pense que durant toute sa carrière, il a repoussé le doute. Parce que s'il avait commencé à douter, il aurait pas pu continuer à faire ce qu'il fait. Donc, il s'est fabriqué une espèce d'armure de certitude et il rejetait tout ce qui pouvait constituer une faille dans cette espèce d'armure dans laquelle il était, voilà. Ce qui, du coup, lui faisait avoir des comportements très arrogants, très hautains. Pour parler familièrement, il envoyait chier l'avocat général. Enfin, il était sans honte et sans vergogne. Sauf devant le président, parce qu'il savait que le président, c'est lui qui allait décider de son sort. Là, par contre, il était très respectueux. Mais alors, les autres acteurs, les avocats, les avocats généraux, il n'en avait que faire. Est-ce que pour vous, en 1942, Maurice Papon savait ce qu'il allait advenir des Juifs qu'il avait fait arrêter à Bordeaux, parmi lesquels, et c'est important de le rappeler, des enfants? C'était toute la question du procès, c'est que les avocats des parties civiles se sont échinés à démontrer que Papon savait ce qui allait arriver. Il faut bien avoir à l'esprit que les 3 incriminations qui lui étaient reprochées, c'était arrestation illégale, séquestration illégale au camp de Mérignac
et enfin, complicité d'arrestation illégale, complicité de séquestration illégale et complicité d'assassinat, c'est-à-dire l'extermination au terme de la déportation. Le verdict a reconnu la complicité d'arrestation illégale, le verdict a reconnu la complicité de séquestration illégale, mais le verdict n'a pas reconnu la complicité d'assassinat. Ce qui est un peu problématique, à mon avis. Parce qu'on a bien vu durant ce procès, souvent, le mot qu'on utilise, c'est le mot savoir. Qu'est-ce qu'on savait? Mais c'est pas le bon mot, en fait, parce que savoir, ça laisse entendre que les gens à l'époque savaient tout ce qu'on sait aujourd'hui. Évidemment qu'à l'époque, les gens savaient pas tout ce qu'on sait aujourd'hui, donc même Papon, là où il était, il y a beaucoup de choses qu'il ignorait. Mais par contre, moi, j'emploierais plutôt le mot comprendre. Je pense que Papon avait compris ce qui se passait, il avait compris que tous ces gens ne reviendraient jamais. Il faut jamais oublier une chose, c'est que non seulement il a fait arrêter des gens, mais aussi, c'est quelque chose qui a été évoqué, mais qui était prescrit, on pouvait pas trop en parler plus, il a signé énormément d'actes d'arianisation de biens. C'est-à-dire que quand les gens étaient déportés, après les biens étaient revendus. Ce qui montre, les biens c'est quoi? C'est le commerce qui fait vivre, c'est la maison où on élève les enfants, c'est les lieux de vie. Donc quand vous vendez ça, après avoir envoyé en Allemagne des femmes et des enfants, vous savez qu'ils reviendront jamais en fait. Et moi je pense, à un moment donné, il s'est un peu trahi, il avait compris, que c'était sans retour, voilà. Et qu'importe à la limite les circonstances, il savait que il ne reviendrait jamais. Donc moi je pense qu'il avait compris, voilà. Et de quelle nature était l'antisémitisme de Maurice Papon? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu percevoir pendant le procès, qui a transpiré? En fait, je vais dire quelque chose qui peut vous aider. Je suis pas sûr qu'il était vraiment antisémite. C'est-à-dire que je crois que c'était un des avocats des partis civils qui disait Maurice Papon a géré les Juifs pendant la guerre comme il a géré les œufs et les tickets de rationnement. C'était des objets à gérer administrativement, voilà. Donc je suis même pas sûr qu'il ait mis un affect quel qu'il soit là-dedans. C'était technique, voilà. Ce qui est encore plus glaçant d'une certaine manière. Vous avez vécu au plus près des parties civiles, anciennes victimes ou proches de victimes de Maurice Papon. Vous les avez dessinées, bien sûr, pour Charlie Hebdo. En 2020, Rhys, vous avez témoigné lors du procès des attentats de Charlie Hebdo, Hypercacher et Montrouge. Vous êtes un survivant de ces attaques. La force de la parole des témoins avait changé la perception que les Français avaient de ces attentats islamistes de janvier 2015. Est-ce qu'il en a été de même il y a 25 ans au procès Papon? Les témoins, ils donnent vie d'abord aux disparus. Donc, d'un seul coup, les disparus deviennent vivants. C'est plus simplement des noms dans des livres. Et donc, moi, il y a des témoignages qui étaient pour moi, qui m'ont beaucoup impressionné. Ce sont des témoignages de gens qui ont été à Auschwitz et qui ont raconté ce qu'ils ont vécu ou vu là-bas. Ça, vous pouvez pas parler à leur place. Il y a qu'eux qui peuvent parler. Et donc, quand vous les écoutez, je vais pas dire que c'était une chance, mais c'était extraordinaire d'avoir ces témoins-là, quelques mètres de vous, en fait, on s'apercevait qu'entre l'événement Auschwitz et vous-même, il y avait vraiment une feuille de papier à cigarette. Il y avait juste un personnage qui faisait l'intermédiaire. Et ça vous donne l'impression que c'était un événement finalement qui est très proche de vous. En fait, on croit que c'est loin, en fait, c'est très proche. Voilà. Et le fait d'avoir des témoins qui vous parlent de ça, qui avaient été là-bas, d'un seul coup, ça vous fait prendre conscience que c'est pas quelque chose qui est extérieur à votre vie ou à votre univers, c'est dans notre vie. Ça fait partie de notre société. En fait. Quel rôle a joué le procès Papon dans l'engagement qui a été le vôtre par la suite, Rhys? En fait, je dirais que on fait un journal à Charlie Hebdo, donc toutes les semaines on se demande toujours est-ce qu'on comprend bien ce qui est en train de se passer dans l'actualité. Souvent les gens surréagissent, souvent on manque de recul et c'est parfois 3 ou 4 ans après qu'on comprend un peu ce qui s'était passé. Et c'est vrai que quand je voyais cet événement relaté par les historiens, c'est vrai que la question qui me hantait, c'est de se dire qu'est-ce que j'aurais compris si j'avais vécu à l'époque? Est-ce que j'aurais tout bien compris ce qui était en train de se dérouler? Est-ce qu'on comprend bien toujours ce qui se passe tout de suite, immédiatement? Parfois, même aujourd'hui, dans l'actualité d'aujourd'hui, on y voit plus clair 3 ou 4 ans après. Et donc, c'est un peu ça la leçon aussi, c'est la perception de l'actualité, de ce
de ce qui se passe autour de nous, à l'instant où on le vit, c'est d'avoir la plus grande acuité possible pour bien saisir tout de suite ce qui se passe, ce qui n'est pas évident. Voilà. Depuis le 7 octobre, date des massacres commis par le Hamas à l'encontre de la population israélienne, la France connaît un regain très fort d'antisémitisme et fait face à une menace d'attentat. De quoi cette haine des Juifs est-elle le symptôme, selon vous? Vous savez, beaucoup de choses ont été écrites sur l'antisémitisme. C'est malheureusement... c'est une illustration malheureusement classique du phénomène du bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on va projeter sur une catégorie de personnes tout un tas de choses qu'on ne veut pas assumer de soi-même, quoi. On fait payer aux autres ce qu'on ne veut pas voir de soi-même. Et donc, ça en dit long sur les malaises de la société française. En tous les cas, de ceux qui se livrent à ça, c'est un miroir de leur propre tare ou de leur propre travers, en fait. Et donc, on a envie de leur envoyer ça dans la figure, mais regardez qui vous êtes. C'est à vous qu'il faut vous poser des questions sur ce que vous faites et sur ce que vous êtes. Mais ce qui est assez terrifiant, c'est d'apercevoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup malheureusement, de jeunes ou d'étudiants qui sont censés être des lettrés, qui sont censés avoir lu des livres, qui sont censés être cultivés, qui se vautrent là-dedans sans aucun complexe. Donc, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont appris, que ce soit à l'école ou même dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont appris? On a l'impression qu'ils n'ont rien appris. C'est ça qui est terrifiant. Est-ce que vous comprenez également ce sentiment de solitude ressenti par de nombreux Français de confession juive depuis le 7 octobre face au silence des associations, des artistes, du monde, de l'univers du sport, par exemple? Vous savez, j'essaye de l'imaginer, mais toute proportion gardée, on a un peu goûté à ça après le 7 janvier, c'est que quand vous êtes victime, vous êtes toujours soupçonné d'être un peu coupable de ce qui vous arrive. Et il y a toujours un peu un procès silencieux qui est fait aux victimes. Vous l'avez bien cherché, vous avez dû faire des choses pour en arriver là, et c'est ça qui sent mauvais, c'est cette espèce de comment dire, de procès qui est fait aux victimes. Voilà. Et donc quand vous parlez de la solitude des Juifs, je devine un peu de loin ce que ça peut être. Voilà. Face à ce climat de haine, est-ce qu'il y a encore une place pour l'humour et la dérision? On est en plein dans ce débat depuis qu'un humoriste de France Inter a comparé Benyamin Netanyahou à un nazi. Est-ce que finalement c'est une limite qui a été franchie? L'humour, vous en faites ce que vous voulez en faire. C'est-à-dire que si vous avez envie de l'utiliser de manière perverse, ignoble et malfaisante, ça peut être utilisé comme une arme vraiment de nuisance. Soit vous l'utilisez pour éveiller un peu les esprits ou pour faire un peu réfléchir les gens, c'est ce qu'on essaye de faire à Charlie Hebdo, d'une manière peut-être parfois un peu provocatrice, mais l'humour, ça peut être dévoyé aussi. Un humoriste, il doit assumer aussi ce qu'il dit et ce que son humour fait passer. Voilà, on peut pas se réfugier derrière l'humour pour faire dire tout et n'importe quoi. Qu'on s'exprime dans un livre, ou dans un film ou n'importe quoi, ou dans un sketch, on s'exprime, on dit quelque chose. Donc il faut l'assumer et l'expliquer. Et les humoristes qui se cachent derrière le prétendu de droit de rire de tout pour ne pas assumer ce qu'ils pensent, c'est pas de l'humour, ça, c'est de la lâcheté. Même quand on fait de la satire et de l'humour, il faut assumer ce qu'on dessine ou ce qu'on écrit. L'équipe de Charlie Hebdo est engagée depuis des années maintenant dans un combat en faveur de la liberté d'expression, de la laïcité et de la République. Vous ne cessez d'alerter sur cette menace islamiste radicale et terroriste près de 9 ans après les attentats de janvier 2015. Quel constat faites-vous? En fait, les attentats comment dire, ont traumatisé beaucoup de gens, ont blessé beaucoup de gens, mais on voit bien que la stratégie des islamistes, parce que d'abord, il y a une stratégie des islamistes, c'est de pénétrer la société française dans tous ces aspects, et parce qu'évidemment le terrorisme, ça peut être repoussoir aussi, mais par contre on sent une espèce de stratégie de
pénétration culturelle, politique, d'être présent un peu dans tous les strates de la société de manière, on va dire light. C'est un peu du soft power, quoi. C'est moins agressif, c'est moins violent que les attentats, et donc les gens ne se méfient pas, en fait. Ils se méfient pas de cet entrisme qui est bien réel. C'est pas un fantasme, c'est une réalité. Comment est-ce que vous qualifiez cette période très sombre que nous traversons? Est-ce que vous direz que finalement aujourd'hui on est dans une guerre idéologique entre le camp de la démocratie libérale occidentale et puis le camp de l'obscurantisme fondamentaliste et terroriste? Après la chute du mur de Berlin, je dirais que avec la guerre froide, le monde était clivé entre le monde de l'Ouest et le monde de l'Est, entre le monde des libertés, de la social-démocratie et le monde et les comment dire, les régimes totalitaires russes ou soviétiques. Et donc on a cru qu'après la chute du mur de Berlin, ces clivages étaient terminés. Mais en fait, d'autres se sont remis en place. En fait, la nature ayant horreur du vice, je dirais que les vieux systèmes répressifs des pays de l'Est ont été remplacés par d'autres idéologies religieuses, comme Daesh ou d'autres, ou comme Al-Qaïda, et on retombe dans les mêmes clivages qu'avant. C'est que les démocraties, un peu comme durant la guerre froide, sont obligées de se défendre comme elles peuvent contre cette dérive totalitaire qui est toujours présente. Et donc on a exactement les mêmes clivages. Il y a des gens, comme à l'époque stalinienne, qui n'étaient pas gênés de cautionner tout ce que l'URSS faisait, et qui étaient tout le temps en train de critiquer ce que faisaient les pays de l'Ouest. Et à l'inverse, c'est la même chose ici, c'est que il y a un discours anti-occidental qui est tenu au sein même de démocraties comme la France, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Une dernière question, Rhys. Quelle est l'importance de cette exposition de vos dessins lors du procès de Maurice Papon dans ce contexte si troublé qui est le nôtre aujourd'hui? Moi, raconter un procès en dessin, pour moi, c'est une manière aussi d'utiliser un mode d'expression populaire. Le dessin, c'est un mode d'expression grand public. Donc, j'essaie aussi de faire en sorte que les gens arrivent à s'intéresser à un sujet qui est un sujet difficile et compliqué, sans même qu'ils s'en rendent compte. Parce que le dessin, c'est facile d'accès, et si ça peut éveiller un peu de la curiosité pour les jeunes générations, les lycéens ou les collégiens, si ça peut les aider à s'intéresser à cette période et à les faire réfléchir sur tous les enjeux qu'il y avait dans ce procès, ben j'en suis très satisfait, voilà. Toute dernière question, nous parlions de la solitude des Juifs de France. Est-ce que ce sentiment-là, il est partagé par la rédaction, par l'équipe de Charlie Hebdo? Parfois oui, mais il faut aussi... Mais parfois on s'aperçoit qu'on est aussi très soutenu. Donc il faut pas non plus se laisser dévorer par le pessimisme. Il faut aussi voir tous les gens qui nous soutiennent et tous les gens qui ont encore l'espoir d'améliorer les choses. Voilà, sinon on fait plus rien en fait. Voilà, il faut pas se laisser dévorer par le pessimisme. Merci infiniment, Rhys, de nous avoir accordé cet entretien pour RCJ. Cette exposition de vos dessins lors du procès Papon est à voir au Mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 3 mars prochain. Merci beaucoup.